Bonjour et bienvenue à tous dans ce 4e épisode du Courrier des lecteurs. Aujourd'hui, avec Johan, nous recevons un invité, j'ai envie de dire, de marque, puisqu'il s'agit de The Black Sea NFT, qui va nous parler de, comme son pseudo l'indique, de NFT. Johan, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Toujours Johan, je co-anime le courrier des lecteurs avec Clément et je suis en charge du marketing pour la société Realty. Voilà, magnifique. Et donc, The Black Sea, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je ne sais pas si tu cherches à garder cet anonymat ou est-ce que tu peux nous dire un peu plus qui tu es, ce que tu fais dans la vie, etc. Présente-toi. Faut pas forcément d'anonymat. Je m'appelle du coup The Black Sea sur les réseaux. Mon vrai prénom c'est Nicolas. Moi je suis de Strasbourg du coup pour situer un petit peu. Et j'ai découvert l'univers des NFT il y a pas si longtemps que ça, donc au mois d'octobre, où j'ai un peu découvert Rarible et avec mon passé de graphiste, je suis graphiste depuis à peu près 15 ans et très intéressé par la blockchain et je me suis dit tiens, il y a moyen de lier mon vrai travail d'origine avec ce milieu technologique de la blockchain actuelle, quoi. Et j'ai découvert la crypto-monnaie juste un petit peu avant en fait, j'ai découvert ça au mois de juillet 2020. Enfin, j'ai découvert. Je m'y suis mis en juillet 2020 et j'ai découvert ça il y a longtemps, mais jamais intéressé plus que ça. Et les NFT, je me suis lancé récemment et je trouve que c'est plutôt une belle expérience. D'accord. Donc, ce qui t'a permis de véritablement rentrer sur le sujet, c'est plus les NFT que l'aspect crypto et comment dire, financier. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est en fait, moi, ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est de pouvoir lier en fait art et crypto-monnaie. Du coup, ça pouvait lier en fait un peu deux mondes en un. Et je trouvais ça super intéressant de pouvoir le faire. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Dans les grandes lignes. Hein. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cet univers en fait? C'est le côté de pouvoir vraiment être propriétaire, comme on l'entend, de ton art et des acheteurs de tes œuvres, qui changent vraiment avec la vie réelle, entre guillemets. Qu'est-ce qui t'a plu en fait dans cet univers pour que tu te lances vraiment là-dedans? Parce que si tu as découvert les cryptos quelques mois avant, tu avais déjà toute une notion évidemment de la décentralisation et tout ça. C'est ce qui t'a poussé un peu à aller dans les NFT ou c'est vraiment plus le côté nouvelle plateforme pour diffuser ton art et en fait, quand j'ai commencé la crypto, donc en juillet, je connaissais le principe de base. Après, je connaissais pas l'aspect technologique derrière. Après avoir passé beaucoup de temps sur des serveurs Discord ou des vidéos YouTube, donc des serveurs Discord de Cryptomatrix ou d'autres personnes, j'ai compris vraiment en fait l'intérêt technologique qu'il y avait derrière. Et c'est là où j'ai compris du coup l'intérêt des NFT, c'est que c'est pas juste un moyen de diffuser spécifiquement une œuvre graphique, mais c'est tout l'aspect derrière de traçabilité, de qui est le premier créateur. Et pour moi, c'est un peu un système d'authentification, de savoir qui est cette personne-là qui a créé ce visuel-là, à quel moment, et de pouvoir toujours retracer ça, même dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quoi. Complètement. C'était le sens de la question, justement. Ça donne en fait un côté vraiment... c'est comme si on y a posé en fait sur chaque NFT, c'est comme si on a posé un certificat d'authenticité, quoi. Exactement. Complètement. C'est ça que je trouvais intéressant. Et donc du coup, toi, à la base, tu nous as dit que tu étais donc graphiste ou infographiste, pardon. Je suis graphiste DA. D'accord. Et donc du coup, ton travail.
Ah. Et donc du coup toi tu travailles véritablement dans donc c'était ma question voilà donc dans la création mais comment dire sur un secteur en particulier je sais pas la publicité quelque chose comme ça ou enfin t'es spécialisé ou c'est vraiment assez large comme secteur d'activité. En fait je suis DA web designer, je fais principalement du branding, donc de l'accompagnement de marques, de création de logos, d'identité de marque, en gros. D'accord. Et du coup, de web design de sites, vraiment l'aspect graphique et visuel, en fait, d'une marque quelconque. Et ça peut être de tout type de métier, il n'y a pas de secteur d'activité spécifique. Après, en vrai, hein, ce que j'ai trouvé intéressant avec les NFT, là, ça marche plutôt bien en ce moment et c'est cool. Et en fait, avec le temps, dans mon métier, je suis freelance en fait à côté. Dans mon métier de freelance, je me sentais un peu frustré parce que j'étais pas totalement libre de pouvoir faire ce que je voulais. Et là, en fait, en créant mes NFT, je l'ai fait comme j'ai envie moi. Et alors je me mets aussi un petit peu la pression de faire un truc bien. Mais en même temps, les gens sont assez contents et en fait, ils veulent l'acheter ou le posséder parce qu'ils aiment bien. Et du coup, je peux me lâcher vraiment totalement. Et c'est là où il y a une différence par rapport à ce que je fais actuellement, où je me sens un peu bridé et verrouillé parce que je vais arriver chez un client avec une proposition de logo et le client va... ça peut arriver qu'il aime bien tout de suite, hein, mais ce côté très ah oui, ça j'aime pas, parce qu'il n'a pas forcément cette sensibilité graphique ou que ouais, voilà. Et à partir du moment où tu payes quelqu'un en freelance, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il veut toujours avoir le dernier mot, ce que je peux comprendre en soi. Et là, je me sens un peu plus libre, quoi, tout simplement. D'accord. Oui, parce que tu mets le doigt sur une vraie différence, c'est que via tes NFT, tu te présentes en tant qu'artiste, dans le sens propre du terme. En tant que freelancer, même si tu restes évidemment artiste, tu deviens un peu... tu es obligé de répondre aux demandes de tes clients, donc tu es obligé de te plier à leurs envies, même si des fois ça sort un peu de ce que tu aimerais faire en termes d'art pur. C'est là où les NFT aussi te permettent de réaliser vraiment tout ce que tu veux, de mettre ton plein potentiel en fait. En tout cas, c'est les retours de pas mal d'artistes qu'on a. Je suppose que c'est un peu la même chose pour toi. C'est là où tu peux vivre de ta passion et pas créer pour d'autres et pour répondre à des demandes clients en fait. C'est exactement ça. Ça me permet vraiment et créativement parlant, en fait, je me lâche beaucoup plus à pouvoir faire ce que je veux sans réelle contrainte, quoi. Complètement. Justement, en parlant de tes projets, tu as commencé il y a quelques semaines en arrière Blockchain Artifact. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Comment c'est né? Quelle est la vision du projet au global? Alors, comment c'est né? En fait, je voulais lancer une série un petit peu limitée. Donc là, il y en aura 11 artefacts. Et je voulais lancer... c'est né un petit peu... en gros, j'étais sur mon logiciel de 3D, donc j'utilise Blender. Et je suis parti un petit peu d'une scène blanche avec rien et j'ai un petit peu testé des choses. Et j'en suis arrivé à cet objet, ce premier objet qui était avec certaines matières, avec une forme un petit peu géométrique. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce que cette forme géométrique avait des connexions entre elles par les différentes facettes. Et je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de liens avec la blockchain où tout est un peu interconnecté. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de proposer ces différents objets en créant vraiment une histoire et un univers autour. Donc, j'ai créé un site web, j'ai fait un logo et j'ai raconté une histoire autour de ça qui, pareil, se lie un petit peu à la blockchain avec une personne qui est un mineur, comme si c'était une personne qui était dans une mine et qui cherchait des objets précieux. Et en même temps, ça fait un peu un lien avec un mineur
la blockchain Ethereum qui mine, quoi, tout simplement. J'ai essayé un petit peu de lier tout ça et je sors deux artefacts par semaine qui ont des caractéristiques spécifiques, donc qui ont un certain nombre de faces, de vecteurs, de matériaux différents, un poids différent, une taille différente et des formes différentes aussi évidemment. Et donc, certains sont plus rares que d'autres, donc avec moins de quantité. Là, la semaine dernière, j'en ai sorti un qui était unique, que j'ai mis en vente sur Foundation. Je pense que vous connaissez un petit peu. Oui. Et il s'est vendu à 0,661 ETH, je crois. Ce qui est plutôt pas mal, quoi. Très très fort. Et là, du coup, j'en sors un nouveau tout à l'heure, là, à 20h, je crois, sur Rarible. Donc, c'est un qui est disponible en 8 exemplaires à 0,16 ETH. Il y en a déjà un qui a été vendu, alors que j'ai pas communiqué dessus. Et je sais pas, j'aime bien, je m'éclate bien à créer ces formes géométriques avec des matériaux spécifiques. Je trouve ça assez intéressant. Non, c'est vraiment cool, c'est un vrai bel univers et un vrai beau projet, du coup, c'est très intéressant je suis un grand fan de science-fiction et de cinéma, et c'est un peu de tous ces films-là que j'ai toujours aimé, que j'aurais essayé de tirer un petit peu d'inspiration, quoi. Et du coup, 3D uniquement? Ouais. Là, j'ai fait quasiment, je pense à 99% que de la 3D. Or qu'à la base, c'est pas. Moi, je suis plus graphiste 2D justement, donc Photoshop, Illustrator, InDesign. Et je me suis mis à la 3D il y a 1 an et demi. Et en fait, le dernier confinement, le premier confinement, m'a laissé beaucoup de temps pour apprendre, et j'ai juste adoré ça. Et en fait, ça m'a donné envie d'approfondir beaucoup plus et de tester un peu les limites. Et là, au fur et à mesure du temps que j'avance, j'apprends encore d'autres choses et je me perfectionne là-dessus. Et je pourrais y passer des heures et des heures. Je trouve ça vraiment, vraiment top. Et la 3D, du coup, juste pour revenir sur ça, tu t'y es mis lors du premier confinement, du coup, mais dans un but client ou vraiment plus personnel et approfondir et trouver d'autres... Totalement personnel. Ok. C'est en fait, j'ai toujours aimé, j'adore les films d'animation 3D, je trouve ça toujours trouvé ça ouf en fait quand on voit les détails, le réalisme qu'on peut avoir sur certaines choses. Et je me suis dit tiens, je vais essayer de m'y mettre parce que je trouve ça intéressant, et je l'ai fait vraiment à titre personnel pour essayer de, vu que je m'ennuyais un petit peu dans mon travail actuel, ça m'a permis un petit peu de faire des choses à côté ou dans lesquelles je m'éclatais un petit peu plus, et avec les NFT j'ai pu m'en servir pour en faire quelque chose de le partager en fait à d'autres personnes et pas que le garder pour moi. Super. Et du coup, en parlant de NFT, tu t'es intéressé un peu aux autres types de NFT, donc toi tu fais vraiment de l'art, voilà, tu utilises les NFT pour diffuser ton art. Pour l'instant, tu n'as pas spécialement encapsulé d'informations dans tes NFT du type, parce qu'on peut évidemment utiliser les NFT pour encapsuler des informations, des datas et choses comme ça. Toi, pour l'instant, ça reste de l'art pur et dur. Est-ce que ça t'intéresse plus tard justement d'aller sur d'autres projets ou de découvrir, de proposer tes œuvres sur d'autres projets ou des choses comme ça, ou c'est pour l'instant pas du tout Si, je suis tout à fait ouvert à expérimenter en fait, à essayer tout ce qui est possible et imaginable, et pas que me restreindre à créer juste des NFT artistiques. Et là, j'aimerais bien de créer en fait des NFT qui ont plus une utilité, limite gamifier un petit peu. Alors, j'ai un projet en cours, mais je peux pas trop en parler là. Mais de gamifier un petit peu les choses et en leur donner une utilité spécifique. Parfait. D'accord. Et alors, petite question en termes de de blockchain. Toi, tu utilises 100% donc du coup Ethereum pour créer tes NFT, ou tu t'es allé te balader sur d'autres blockchains pour tester
bah voilà, tester ton art. Je suis allé me balader sur 90%, j'étais sur Ethereum. J'ai fait pas mal de NFT sur Wax. Okay. Pour un petit peu tester. En fait, sur Ethereum, je fais des NFT où je me mets vraiment l'impression parce que je veux vraiment un résultat très propre et j'y passe beaucoup de temps. Je suis très dans le détail. Et j'ai un petit peu tâtonné sur Wax où c'est une version un peu différente du NFT où c'est plus du collectible, où c'est un peu comme quand on collectionnait des cartes de basket ou des cartes Magic ou un peu ce genre de choses. Étant moi collectionneur de cartes de basket quand j'étais gosse. Et je me suis dit, tiens, Wax, pourquoi pas tester. Et du coup, les NFT sont vendus à des prix beaucoup plus bas, voire très très bas, mais on fait plus du volume. Il faut vraiment voir ça comme de la carte qu'on collectionne, quoi. Ou de la carte Pokémon ou d'autres choses. Et j'ai fait ça pendant 2-3 mois. Et c'était assez cool. Mais en fait, c'était vraiment faire trop de volume. C'est vraiment faire beaucoup de NFT et je préfère en faire un petit peu moins sur ETH et prendre le temps de faire un truc vraiment très poussé que d'en faire 10 par semaine juste pour assouvir, parce que les gens ont envie d'en avoir plus toutes les semaines et au bout d'un moment, si je veux transformer plus en machine à faire du NFT et ça m'intéressait un peu moins, quoi. Donc du coup, en fait, cette blockchain, véritablement sur un aspect, oui c'est ça, de cartes à collectionner, enfin en tout cas de NFT à collectionner, et il y a moins cet aspect entre guillemets artistique qui pourrait y avoir derrière des plateformes comme Rarible. C'est exactement ça. Ouais, ok. C'est exactement ça. Tu peux trouver des licences sur Wax. Tu as par exemple des licences à Street Fighter où ça fonctionne différemment. C'est-à-dire que tu achètes des packs. Donc dans un pack, tu vas avoir, je sais plus, 5 ou 10 cartes dedans. D'accord. Et du coup, tu peux avoir plusieurs fois la même. Ah. Comme quand tu achètes en fait des cartes, de basket ou des boosters, voilà, notamment ça. La différence qu'il y a, c'est que quand tu as plusieurs fois la même carte, tu peux la blender, ils appellent ça, ou la mixer. En fait, tu mélanges 5 fois la même carte et ça va te donner une nouvelle plus puissante. Par exemple, tu mélanges 5 cartes Chun-Li, pour ceux qui connaissent Street Fighter, Chun-Li level 1. Et du coup, ça va te donner une nouvelle carte, un nouveau NFT de Chun-Li qui a un niveau level 2 ou level 3 ou level 4. Du coup, ça gamifie un petit peu le truc aussi. Et ça, je trouvais ça super intéressant, mais le système de paquets de cartes est pas autorisé à tout le monde. Il donne que ça aux licences, aux grosses structures, en fait. Et ça, c'est un peu chiant. Parce que moi, le système de cartes, je trouvais ça super cool et je trouve ça dommage de l'offrir que à Street Fighter ou il y a une autre licence que j'adore, que j'avais quand j'étais petit, c'était les Kratos. Je sais pas si vous connaissez ça. Et du coup, il y a une licence, les Kratos, sur Wax, qui j'ai acheté 2-3 packs, je crois. Et c'est cool parce que moi, c'est plus le côté nostalgique du truc, quoi. Ah, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Je savais pas qu'il y avait les Kratos sur Wax. Et là, ça s'appelle GPK d'ailleurs. Ok, donc j'ai acheté un œil à titre curieux. J'avais vu Wax il y a quelques temps, mais j'avais pas. Je pense que c'était un peu au début, ils n'avaient pas encore développé tout ça. Et justement, tu parlais de gamification. Moi, j'ai pas développé, mais quand tu blends du coup 5 Chun-Li, tu obtiens une carte Chun-Li plus puissante. Mais pour l'instant, on est bien d'accord que ça n'est que du collectionnable. On n'est pas les cartes, on peut pas jouer encore avec non. Voilà, on est bien d'accord. C'est vraiment du collectible. Et par exemple, quand tu as aussi de la rarification, c'est-à-dire que tu vas avoir des NFT qui vont être en plus petite quantité. Donc le Chun-Li Level 1, il va être dispo en 30 000, 40 000 exemplaires, donc il vaut genre 20 centimes, tu vois, enfin il vaut pas grand-chose. Mais par contre, le Chun-Li que tu vas mixer avec d'autres trucs qui va donner un Chun-Li spécifique, va être disponible qu'en 100 exemplaires, par exemple. Et une fois que les 100 ont été mixés ou blendés, les autres ne pourront plus le faire. Donc ça va vraiment limiter le process. Et donc c'est les premiers qui vont... C'est ça, exactement ça. Ok.
Donc on retrouve le principe de CryptoKitties. C'est exactement ça. Voilà. Ouais. Et en soi, le principe est intéressant, mais je trouve ça dommage ce système de pack, t'as même une animation du pack qui s'ouvre et tout, je trouve c'est vraiment bien foutu, mais je trouve ça dommage qu'il limite ce système de pack un peu cool aux grosses licences. Ouais, ok. Voilà. Tu parlais justement de packs de cartes à ouvrir, on en a parlé en off, et tu disais tout à l'heure, tu as dit que tu étais fan de basket et de cartes à collectionner. Du coup, tu es sur NBA Top Shot, je suppose. Qu'est-ce que tu en penses Moi, je suis fan. Hein. Ce soir, il y a un pack à 22h sur NBA Top Shot. 22h, je lancerai la connexion. C'est un truc ce qui se passe avec NBA Top Shot, c'est un truc de dingue. Hein. Il y a une file d'attente. Tu n'arrives même pas à avoir de pack forcément à chaque fois. La dernière fois où j'étais, il y avait une file d'attente de 300 000 personnes pour juste 80 000 packs. Et il y a un vrai engouement, quoi. Ah ouais, vraiment. Au niveau volume de vente, ils font des quantités de dingue. Moi, le principe, je trouve ça. Bon, je suis moins l'actualité NBA en ce moment, mais j'ai toujours ce côté un petit peu nostalgique. Moi, c'était plus les années Michael Jordan, Scottie Pippen et Shaquille O'Neal. C'était cool. Après, j'aime toujours ce principe de. En fait, on achète un pack. Du coup, on fait un peu la queue, on n'est pas sûr de savoir si on va en avoir ou pas. Les packs ont des prix qui sont de pas cher du tout, donc à $4 jusqu'à $1000 le pack, donc ça commence à faire beaucoup. Mais par contre, les moments que tu reçois, ça qui est intéressant, c'est un peu comme Wax, c'est quand tu vas avoir une carte. On va prendre l'exemple de Street Fighter, quand tu vas avoir une carte de Ryu ou de Chun-Li ou de Ken. Donc d'un NFT avec un seul, tout le monde a le même design, mais chaque NFT ont un numéro différent. C'est-à-dire que le tout premier qui a été mint a le numéro 1, le deuxième le numéro 2, le numéro 3, jusqu'au dernier mint qui a le numéro 40 000 par exemple. Et du coup, les NFT qui ont le mint numéro 1 ont une plus grosse valeur parce que c'est celui-là qui a été comme imprimé en premier, quoi. Et c'est pareil sur NBA Top Shot, c'est que quand tu vas avoir un moment NBA, le premier moment, certains se vendent à des prix de ouf, hein. C'est genre 60, 70 000, 80 000 $, quoi. D'accord. Oui, et puis c'est la NBA, donc il y a un vrai engouement. Il y a un vrai engouement, et puis les images, le principe de ces moments, c'est, a priori, en tout cas sur le papier, c'est des moments qui n'ont jamais été diffusés. Donc tout ça n'est que de l'inédit, ou en tout cas un bon pourcentage, si c'est pas tout. Donc oui, là, la NBA a fait un bon coup en créant ça. Et là où ils sont forts, en fait, c'est que c'est sur la blockchain Flow. Donc pareil que c'est de Kitties, ouais. Et là où ils sont forts, en fait, c'est que tu t'y connaisses en crypto-monnaie ou pas, ça n'a pas d'importance parce que tu peux payer par carte. Et en fait, quand tu payes par carte, ton paiement, en fait, t'achètes du flow de façon sans vraiment le savoir. Et c'est ça qui est assez bien fait, c'est que t'es pas obligé de t'y connaître en crypto-monnaie ou en blockchain pour acheter des moments de NBA Top Shot. Et du coup, ça parce que ce flow, du coup, est directement. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu payes par carte de crédit, ça t'achète des flows qui achètent le pack, et ton pack est sécurisé sur ton compte NBA Top Shot. Donc, t'as pas besoin après de. Tu peux après, du coup. D'ailleurs, comment ça se passe? Tu peux, parce que comme on en avait parlé en privé, moi, je suis toujours bloqué. Il n'y a pas d'accès au nouveau compte. Hein, donc, on ne peut pas créer de nouveaux comptes aujourd'hui. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Après, tes moments, tu les as que sur ce compte NBA Top Shot, ou justement, tu peux les renvoyer sur un wallet sur Flow, ou c'est pas du tout possible aujourd'hui. Comment ça se passe à ce niveau-là? Je pense que c'est pas encore possible. Après, j'ai pas approfondi la blockchain Flow pour voir comment ça se passe. Moi, je les ai juste regardé sur mon compte NBA Top Shot. Et après, je t'avoue que tu peux les transférer entre amis sur NBA Top Shot. Donc, tu fais transfert, tu mets le pseudo de la personne et ça lui envoie. Après, je t'avoue que j'ai pas regardé pour la partie wallet, proprement parler. C'est
C'est ce que j'avais cru voir aussi. Pour l'instant, ça me fait penser, ça utilise la technologie blockchain, mais ils sont pas du tout dans l'idée de la blockchain telle qu'elle était au départ. Après, je dis pas que c'est un mal, mais c'est plus un outil là, et on voit une vraie application d'utilisation blockchain pour des gens grand public et qui ont peut-être pas vocation à aller sur la blockchain, ni de près ni de loin. Donc c'est là où c'est intéressant. Mais du coup, je me demandais s'ils avaient prévu ou si c'était déjà incorporé des wallets spécialisés ou choses comme ça pour justement ramener ce côté blockchain pur. Après, la blockchain Flow est encore très, très récente. Hein. Ils ont fait une ICO en octobre, je crois. Donc, c'est encore. C'est un projet dans lequel je crois beaucoup. J'ai eu des flows, j'ai participé à la ICO. Et c'est un projet auquel je crois beaucoup. Et j'attends de voir. Ils ont lancé un marketplace NFT aussi. Et je pense qu'ils ont un très très gros potentiel parce qu'ils ont une force de frappe, des partenaires qui sont juste hors du commun par rapport à d'autres. Et niveau marketing, ils sont vraiment au top du top, quoi. De toute façon, avec les créateurs de CryptoKitties derrière, ça peut pas donner quelque chose de mal. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas CryptoKitties, ça a été une effervescence de dingue. Je crois qu'ils sont en train de signer Pokémon en termes de licence. Donc s'ils le signent, voilà, on peut dire qu'ils ont Pokémon et NBA, voilà, ça risque de... Ils ont UFC aussi, j'ai vu ça. Ils ont vraiment beaucoup de licences. Donc ouais. Non, une blockchain à suivre de près, principalement accès NFT et sûrement gamification à terme, mais pour l'instant encore en cours de développement. Ouais, c'est ça. Et du coup, en autre blockchain, c'était j'ai aussi sur la BSC. Ouais. J'ai testé un petit peu. Là, je suis pas encore convaincu pour l'instant, mais je sais que c'est en train de changer. Mais il y a Bakery Swap qui avait lancé le premier marketplace NFT sur la BSC. Ouais. Le marketplace, c'était pas bien, hein, on va pas se mentir. C'est au niveau UX et UI de l'interface, c'était un peu la cata, enfin ça l'est toujours. Après, je sais qu'ils sont en train de changer toute l'UX parce que c'est moi qui ai travaillé une partie dessus. Et que ça va sortir dans les très prochainement. Ils font un très gros event où je suis dedans pour le 21 avril, je crois, ou le 20 avril, je me rappelle pas. Donc c'est une exclue, ça? Ouais, vite, un peu. Ils ont dû communiquer dessus un petit peu sur Twitter, je pense. Mais après que j'ai fait une partie de l'interface, oui. Après, ils vont sûrement le remodifier un petit peu, mais le gros événement NFT, ils vont pousser leur plateforme vraiment. Enfin, ils sont vraiment déterminés à être les meilleurs sur la BSC en tout cas. Ouais, la plateforme NFT sur la Binance Smart Chain. Okay. Ouais. Donc moi, je dois leur faire un NFT pour eux. En fait, on va être plusieurs artistes qui vont être des features d'artistes sur la plateforme qui seront mis en avant automatiquement dessus. Donc, c'est plutôt cool pour moi parce que je serai mis en avant sur la page spécifique et en fait, on leur crée chacun un NFT spécifique Bakery Swap. Et, ils ont l'air vraiment à fond. Ils vont faire un sort d'interview sur Cointelegraph, je crois. Oui, ok. Donc ils vont vraiment mettre la communication et le marketing à fond derrière. Donc ils sont plutôt motivés, quoi. Oui, parce que pour l'instant, c'est vrai que Bakery Swap, c'était pas grand-chose. Ça restait un projet un peu dans l'ombre de Pancake. Donc, c'est ça. Et certes, avec les NFT en plus, mais on en avait parlé un peu dans le premier épisode avec Clément. C'est vrai que c'était assez opaque. Comment créer un art, comment le mettre en vente dessus, c'était un peu... voilà, on sentait qu'il y avait une envie d'aller sur ce terrain-là, mais qui n'était pas encore ou complètement abouti ou par manque de temps, voilà, peu importe les raisons, mais du coup, ok, super intéressant d'avoir cette info. Hâte de voir ça, du coup, le 21, ok. Je crois que c'est le 21 ou le 20, dans ces eaux-là, en tout cas. Dans ces eaux-là, oui. Alors, moi, j'ai pas trouvé l'information, mais donc, du coup, on va se baser sur ton information à toi. Voilà, le 21 avril, c'est ça? Ouais. Donc, 21 avril, en fait, fan de NFT. En fait, nous, le 21, on doit c'est la date limite de rendu du NFT qu'on doit leur faire. Alors, la plateforme Refresh, j'ai des visuels, ce qu'ils me les ont envoyés.
la plateforme de refresh, elle devrait sortir, je pense, dans les mêmes eaux-là, quoi. D'accord. Okay. Super. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand nous, on a travaillé sur tout un tas de tutoriels, de guides et de dossiers sur la Binance Smart Chain, etc., à part PancakeSwap, il n'y avait pas grand-chose qui ressortait. BakerySwap avait l'avantage de proposer justement de faire du yield farming grâce à Ethereum, c'était les seuls. Mais c'est vrai que l'interface utilisateur, même l'UX de leur plateforme de NFT était pas terrible, du coup nous on n'en avait pas parlé. C'est vrai que récemment, avec justement cette partie frais de gaz, complexité du réseau Ethereum, etc., je trouvais que c'était plutôt une bonne chose de proposer du contenu sur des plateformes un peu entre guillemets indé. Et voilà, donc du coup, c'est une bonne nouvelle pour toi et même pour toutes les personnes qui décident de rentrer sur ce secteur des NFT. Voilà. Là, pour moi, le vrai problème des NFT sur la BSC, c'est que ils sont vraiment pas qualitatifs en fait. C'est que c'est un peu dégueu. Il n'y a pas de réel, à part quelques-uns. Hein. Il n'y a pas vraiment de gros travail derrière et je trouve que ça tient pas forcément la route. Et c'est là où du coup Bakery ils sont allés pas mal chercher des gens qui sont ailleurs et qui font des choses de qualité pour essayer de montrer que regardez, on a des NFT sur la BSC et ils sont bien aussi. Ouais. Est-ce que je pense que la BSC c'est d'abord développé pour tout ce côté yield farming, DeFi, voilà, au sens très large du terme. Tout le monde a fui Ethereum pour aller là. Ça a été la première. On peut aller là. On a tout un écosystème. Et les NFT ont mis du temps à suivre. On voit, c'est pareil sur Polygon aujourd'hui. On retrouve tout ce qui est partie intégrante de la DeFi. Polygon du coup anciennement Matic, mais il n'y a pas encore de plateforme NFT ou en tout cas réellement développée. Donc ça va venir après. C'est vrai que les NFT ont tendance à arriver après coup. Quand il y a une migration sur une sidechain, ça passe toujours par la DeFi, le savings et le yield. Et la BSC, ça a été vraiment très très focus sur ça à outrance. Et je pense que Bakery avait bien joué au départ de vouloir faire du NFT et d'être les premiers. Et je pense que peut-être par manque de temps, manque d'équipe, voilà, ça reste compliqué à mettre en place. Mais du coup, c'est cool, bonne nouvelle, parce que pour tous les utilisateurs de la BSC, c'est bien, on va pouvoir avoir un écosystème complet, voilà, en tout cas, qui s'en rapproche. Donc, grave. Super info. Ouais, et du coup, après, tu as d'autres projets dans l'idée de ce qu'on comprend, de ce que tu dis. T'es pas fermé justement, parce qu'il y a des artistes qui sont vraiment que Ethereum et qui n'ont pas du tout envie d'aller ailleurs parce que peut-être conviction, peu importe. Voilà. Toi, c'est vrai que si demain ça se développe sur Polygon, qu'il y a des beaux projets à faire, pourquoi pas aller sur Polygon et peut-être avoir des projets distincts en fonction des chains aussi ou pas du tout. Ce qui serait top en vrai, ce serait d'avoir du bridge. J'ai vu que sur Polygon, il y a OpenSea déjà qui est là. Ouais, exactement. Alors par contre, c'est pas grand-chose. Ouais, c'est très très limité. Mais effectivement, OpenSea s'est mis sur Polygon. Mais c'est très récent, c'était la semaine dernière ou quelque chose comme ça, il me semble. Je crois que j'ai vu ça il y a 15 jours. À 15 jours, ok. Ouais. Mais effectivement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose et d'après ce que j'ai compris, il y a même il y a quelques problèmes d'interface ou de stabilité du réseau. Donc, c'est pas encore tout à fait au point en soi. Mais après, moi, je suis tout à fait pour. Même si je suis à 90-95% sur Ethereum, je suis pas du tout contre à voir ce qui se passe ailleurs. Et justement, je me dis que si c'est pas la BSC, ce qui va se passer avec Bakery, ça va. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens de la BSC qui me suivent sur Twitter et qui m'achètent rien parce que c'est sur ETH en fait. Et je me dis tiens, si ça peut être des collectionneurs qui aiment bien et qui sont intéressés, pourquoi pas. Après, je n'ai pas d'objection contre ça en fait. Oui, puis ça permet de démocratiser entre guillemets, mais en tout cas de rendre ton art accessible à tous, parce que c'est vrai qu'au-delà du prix de ton œuvre en tant que telle, qui a un coût, et ça c'est normal, le problème c'est les frais de gaz aussi qui s'ajoutent derrière, donc ça peut être limitant pour certaines personnes qui voudraient soutenir un artiste ou acheter une œuvre, mais qui payer $50-60 de frais de gaz, c'est un peu compliqué ou choses comme ça, même si là ça a un peu baissé. C'est vrai qu'il y a une réalité quand même toujours due à ces mêmes problèmes sur Ethereum, donc
être sur ABSC, c'est aussi s'ouvrir à déjà une autre communauté qui peut-être sont que sur ABSC et vont jamais sur Ethereum, et puis surtout s'ouvrir aux gens qui te suivent, qui aiment ton art, mais qui n'ont pas la possibilité d'acheter sur Ethereum. Donc. Et puis comme tu dis, oui, les bridges, à terme, tout sera bridgé, mais bon, à terme, c'est quand? C'est dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, donc c'est vrai que autant prendre les devants et être présent. Ok, super intéressant. Et du coup, en parlant de NFT en plus large, tu utilises, voilà, tu t'intéresses, tu parlais de gamification. Est-ce que tu vas sur du Decentraland? Est-ce que tu vas sur ce type de plateforme? Est-ce que tu testes un peu ce qui existe ou pas du tout et tu restes vraiment Alors moi, je voulais acheter un plot de... moi, je me rappelle plus le nom. De Sandbox? Non, pas Sandbox. J'y ai pensé aussi. VSL. Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais acheter un plot pour avoir un peu mon endroit, tu vois, et pour en faire un peu un lieu d'exposition, plus ça. Et le problème, c'est que là, ça coûte un peu une fortune. Et en fait, j'ai tellement d'autres choses en parallèle, je me suis pas trop attardé dessus pour l'instant. Je verrai, je pense plus tard, on verra bien. Et après, je trouve ça intéressant de posséder un endroit où tu peux un peu construire des choses dessus, et je trouve ça vraiment top. Comme pour The Sandbox aussi, j'adore l'idée, je trouve ça vraiment très bien. Ok. Et après, tout ce qui va être cartes type Gods Unchained ou choses comme ça, vu que tu parlais de cartes aussi, je sais pas si t'es joueur, c'est des choses qui t'intéressent ou pas du tout, tu regardes ça du coin de l'œil. Si, j'avais testé Gods Unchained quand c'était sorti, c'était quand ça? C'était en octobre. Je pense l'été dernier qu'on a dû en entendre parler, peut-être l'été, septembre, octobre peut-être. Ouais, voilà. Je pense que c'était le premier. Et moi j'aime bien le principe parce que ça me rappelle un peu. Alors, j'y joue pas là parce que je t'avoue que j'ai plus trop le temps de jouer, malheureusement. et pas de problème. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'aime bien le principe parce que ça mélange un univers que j'aime bien, qui fait un peu Game of Thrones ou Magic ou cet univers-là que j'ai toujours beaucoup aimé. Et là, j'ai plus dans un contexte différent. J'ai acheté un premier pack de Polkamon. Oui, ok. Et j'avais envie, je me vas-y, je vais en prendre un. Voilà, parce que ça me faisait un peu de l'œil et j'avais envie de tester. Et je trouve le principe intéressant, ça a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Et je trouve ça assez cool. J'ai toujours ce côté de collectionneur qui refait surface et qui a envie d'en avoir un petit peu, quoi. Oui, Polka, c'est vrai que j'ai pas du tout. Bon, évidemment, on a tous entendu parler. À titre personnel, j'ai pas du tout testé ou été voir, mais il y a une grosse hype autour, en effet, à voir ce que le projet va devenir et ce qu'il va apporter. Dans le même délire, t'as Vegochi aussi, où tu retrouves un peu ce côté collectible. Ok. Vegochi, ils ont fait le bon choix parce qu'ils sont allés sur Polygon. Polkamon, c'était par principe pour essayer, mais en vrai, ça coûte en frais, en gaz, ça coûte une fortune. Ouais, et puis après, la différence aussi avec parce qu'on est à mi-chemin entre la finance décentralisée et du gaming. Pour le néophyte, vraiment la personne de base, etc. Des jeux comme Avegochi ou même Comet, etc. Il y a un système derrière qui est quand même un peu complexe. Il faut quand même avoir un peu roulé sa bosse. Et contrairement à un jeu comme Gods Unchained ou Decentraland, où c'est assez automatique. On achète un peu de crypto et puis on peut rentrer directement dans le jeu. Là, c'est vrai qu'il y a il y a une logique de choses derrière qui fait que c'est un peu complexe quand même. Et puis surtout, c'est que il y a une vraie rareté, en tout cas sur Avegochi. Aujourd'hui, ça coûte entre guillemets assez cher de se procurer son propre Gochi. Et voilà, J'ai un peu laissé tomber parce que c'était ça relativement complexe quand même, en vrai. Et je me rends compte que si tu veux vraiment ton Gochi, ça coûte quand même, comme tu l'as dit, ça coûte quand même super cher. Super cher, quoi.
Donc j'ai un peu lâché l'affaire. Ouais, comme tout malheureusement, hein, il y a une forme de hype autour, donc tout va commencer aussi. Polkamon, c'est le même principe, c'est parti à voir justement, à voir ce que ça donnera, et espérons que sur la BSC ou sur d'autres chains, on va pas avoir ce même genre. On risque de l'avoir, mais l'idée. Bon, il y a moyen, je pense. Ouais, ça arrivera de toute façon, mais c'est comme le NBA Top Shot. C'est bien d'avoir des packs à $4 et de penser à tout le monde. Après, c'est vrai que c'est cette folie tout le temps de toujours plus, c'est un peu ça peut être compliqué pour justement des néophytes. Alors pas NBA Top Shot parce que c'est vraiment facile d'accès et t'as juste un compte et voilà, mais c'est vrai que on peut vite se perdre avec tous ces nouveaux projets et toute la hype autour. Après c'est cool de tester en effet. Bon, c'est vrai que voilà. Ok, super. Et sinon après, moi, je sais qu'en ce moment, je participe aussi à un projet où, en fait, c'est une box mensuelle, une box NFT. Comme tu peux acheter une box dans la vraie vie où tu reçois des produits de beauté ou je ne sais trop quoi. Okay. Du coup, là, bon, t'as pas d'abonnement, hein, tu payes chaque mois si tu veux ou pas. Et du coup, moi, je suis artiste résident toute l'année avec quelqu'un d'autre. Tous les mois, il y a 4 autres artistes invités qui sont là. Et du coup, il y a au total, si tu achètes la box, tu as 6 artistes et à chaque fois une surprise. Du coup, dans la première box, celle du mois dernier, il y avait un élément de The Sandbox en plus. D'accord, ok. Donc, tous les mois, 6 œuvres d'art automatiquement de 4 nouveaux artistes du coup qui tournent. Ouais, c'est ça. Okay. C'est sur les collectionneurs sur Twitter. C'est une communauté NFT française qui est assez cool et qui m'ont proposé du coup d'être artiste résident pendant une année. Et franchement, c'est un bon projet. Du coup, le mois dernier, on avait, je me rappelle pas de tout le monde. Hein, il y a Arc qui était là, Arc, je sais jamais comment faut dire. Il y a Maxime Accard que j'aime beaucoup aussi, qui fait beaucoup de 3D. Qui c'est qu'il y avait d'autres encore? Je me rappelle plus. Cryptoy, je crois. Faudra regarder sur les réseaux. Et la box est vendue, donc il y en a 26 des box. Une qui est gardée pour giveaway, donc 25 en vente, et les 25 se sont vendus en 1h40, je crois. Ouais, super. Et du coup, c'est sur Ethereum, je suppose. Et comment tu fais pour avoir accès à la box? Tu as un site dédié? Tu passes par les collectionneurs? Tu passes par les collectionneurs. En fait, les collectionneurs, à un jour précis, à une heure précise, prennent les adresses des personnes qui sont en possession de la box. Et du coup, on voit tous les NFT à tout le monde. Ok. Super. Alors, ça va coûter pas mal en frais, donc ils attendent un petit peu aussi le moment où le gaz est un petit peu plus accessible. Plus bas, ouais. Mais du coup, il y a ça tous les ans. La prochaine, c'est dans 15 jours, je crois. Et c'est vendu 0,5 ETH, si je dis pas de bêtises. À vérifier. Ok, donc prix accessible entre guillemets, mais en tout cas pour le nombre d'artistes que tu as dedans, ça peut être intéressant. Ouais, super. Ouais, non, vraiment, c'est... Ok, super intéressant. Du coup, à aller voir, en effet. C'est parfait. Je sais pas, Clément, si tu avais d'autres... Non, franchement, c'est hyper... c'est hyper intéressant, hyper complet. De toute manière, c'est un sujet, c'est une source de discussion qui est assez intarissable pour l'instant. Donc, on pourra toujours avoir l'occasion d'en rediscuter ensemble dans une prochaine émission. Avec plaisir. Ouais, c'est vrai que là, moi, je me rends compte que tu as parlé de quelques blockchains, ou en tout cas comme Wax. Moi, j'en avais vaguement entendu parler, mais je me rappelais plus du nom de la blockchain. Ouais, c'est vraiment très, très, très profond si on s'intéresse au sujet. Donc, super intéressant, en tout cas, de voir toutes tes connaissances sur ça. Alors que je débute, en vrai. Hein. Je suis là depuis Oui, mais t'as quand même creusé le sujet. Il y a d'autres artistes, pour avoir parlé, moi, échangé avec 2 artistes qui vont vraiment rester uniquement sur Ethereum et uniquement sur Rarible
toute simplicité. Je pense qu'après, on revient sur quelque chose de perso et de curiosité ou non, d'aller creuser ce qui se passe autour ou non. Donc, et puis aussi peut-être de temps, d'envie, de plein de choses. Donc, non, super intéressant. C'est intéressant de voir tous tes projets en cours, tous les projets que tu suis et puis tout ce que tu viens de nous parler là sur la BSC. Hâte de voir ce que tu as proposé et comment Bakery Swap vont apporter du nouveau là-dessus. Et du coup, tu disais que tu avais un projet de gamification. Tu as une idée à peu près de quand ça va sortir ou quand tu vas commencer à annoncer, ou pour l'instant c'est encore complètement trop loin? C'est beaucoup de boulot. Donc là, donner une date, c'est un peu complexe. Donc pour l'instant, je préfère pas trop m'avancer. Alors j'aimerais bien ne pas attendre trop longtemps. Mais ça va être assez complexe, autant graphiquement parlant, à mettre en place que pour le reste à côté qui va pas être évident. Mais bon, j'aime bien les challenges et j'ai envie quand je fais un truc, j'ai pas envie forcément juste de le faire à moitié. Et j'ai envie de proposer un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais je pense que ça va prendre encore un peu de temps. Quand tu dis un peu de temps, c'est quoi? C'est cette année ou plutôt l'année prochaine? Non, cette année. Ah oui, cette année, voilà, on est quand même sur honoré. Ok. Parfait. Oui. Super. Au minimum, avant la fin de l'année, on peut s'attendre à voir ce projet naître. Super. Oui, bien. Eh ben, écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête là. On a fait un beau tour de la question ensemble. Du coup, merci The Black Sea. Merci Johan. Vous pourrez bien évidemment retrouver en description, alors en fonction de où vous entendrez ce podcast sur YouTube, vous aurez évidemment toutes les descriptions dans les commentaires. Voilà, vous pourrez retrouver ce podcast un peu de partout. Et puis nous, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier des lecteurs. Messieurs, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par-dessus ça. Moi, je voulais juste vous remercier tous les deux pour l'invitation. Je trouve ça cool. J'aime bien toujours discuter un petit peu de tout ça et de pouvoir partager avec d'autres personnes. Et juste merci. De rien, merci à toi surtout d'avoir pris le temps de nous répondre. Un vrai plaisir. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine. Super. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous.